Comment Renato Moicano s'est-il réinventé? Brendan Allen qui veut sa revanche sur Nassourdine-Imavov, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le jeudi 16 janvier 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Brendan Allen, 24-6 en carrière, donc 14 victoires par soumission, s'apprête à affronter Anthony Hernandez. Ce sera une revanche, la première fois il s'était incliné à la décision, c'était au LFA en 2019. Avec une victoire, il aimerait que l'UFC lui offre un adversaire classé dans le top 5 et il rêve d'être une fois de plus confronté à Nassourdine Imavov, qui l'a battu en septembre dernier à Paris. Et même si on ne lui donne pas ce combat tout de suite, il est confiant sur le fait que leurs chemins se croiseront de nouveau, les deux étant parmi les plus jeunes du top de la catégorie. Il est d'ailleurs revenu sur son expérience parisienne, expliquant que son corps l'a totalement lâché. Il était fatigué dès le deuxième round, alors qu'il a déjà disputé des combats en 5 reprises. Il a aussi complètement allumé la commission française antidopage, expliquant qu'ils lui sont tombés dessus aussitôt après sa pesée. Ils lui ont demandé un échantillon d'urine, et il a mis 2h30 à le fournir, étant totalement déshydraté suite à sa pesée. Pendant ces 2h30, il n'a pas pu remonter dans sa chambre, et une fois qu'il a enfin fourni l'échantillon, ils lui ont fait une prise de sang. Il explique qu'il était à deux doigts de tout annuler, d'appeler l'UFC, de leur dire qu'il refusait le test antidopage, et donc qu'il ne pourrait pas, par conséquent, combattre le samedi soir. Et puis il a aussi raconté avoir eu beaucoup de mal à faire son rebond calorique après la pesée, la nourriture française n'étant à son goût pas assez sucrée. Alors c'est assez drôle, on dit souvent que les Américains mangent très gras et très sucré, il faut croire que leur palais s'y est habitué. Et puis enfin, il nous apprend qu'il aimerait se retirer autour des 35 ans, et donc forcément faire un maximum d'argent d'ici là. Renato Moicano, 25-1, est à l'UFC depuis 10 ans maintenant, mais ce n'est que récemment que sa notoriété a explosé. Il raconte qu'à ses débuts, il ne parlait pas anglais et qu'il cherchait à se créer une audience. À l'époque, il pensait que s'il parlait comme il le fait aujourd'hui, les gens lui tourneraient le dos. Et puis suite à 2 défaites consécutives face à José Aldo et le Korean Zombie, les fans l'ont énormément critiqué. Ça a été un premier déclic. Il explique qu'à ce moment, il s'est posé les bonnes questions, notamment pourquoi je fais ça. La réponse est venue assez naturellement, pour l'argent, et donc il a totalement embrassé le personnage qu'on connaît aujourd'hui. Alors forcément, changer d'image ne fait pas tout, il faut en premier lieu s'imposer dans la cage, et puis sportivement, il a aussi fait les ajustements nécessaires, une sorte de bilan sur ses points forts et ses points faibles. Rapidement, il en est venu à la conclusion qu'il ne possédait pas une grosse puissance de frappe, mais par contre, il vient du grappling et ne l'utilisait quasiment pas lors de ses combats. Et la raison, elle était simple, il ne s'entraînait pas à la lutte et avait donc peur de gaspiller trop d'énergie en essayant d'amener ses adversaires au sol. Il a rectifié le tir, et aujourd'hui on l'a vu être capable non seulement de réussir ses takedowns, mais surtout de maintenir ses adversaires au sol afin de s'imposer. Et puis dernier point, il a fait ses ajustements assez tard dans sa carrière, et au vu de son âge, il a réalisé qu'il devait être ultra actif. On lui a aussi demandé de réagir aux propos de Tsaroukian, qui a déclaré qu'une fois champion, il choisira ses combats selon l'argent qu'il peut en tirer. Les deux étant dans la même catégorie, a-t-il peur de voir la catégorie bloquée? Il répond qu'il comprend ce choix, mais que d'après lui, Arman n'est pas encore assez populaire pour que l'UFC lui accorde ce privilège. C'est ce qu'on disait un peu plus tôt dans la semaine ici. Et puis 2 choses assez drôles pour terminer. Premièrement, on dit beaucoup que Dariush est vieux et en fin de carrière. Bon bah lui il rappelle que les deux ont le même âge à 15 jours près, avant d'ajouter qu'il allait quand même battre le vieux Dariush, avec le sourire aux lèvres forcément. Et puis la deuxième chose, c'est un journaliste qui lui parle du Bitcoin. On sait que Moïcano est un fervent supporter. Le journaliste donc lui dit que le Bitcoin est à 100 000 dollars et qu'avec l'arrivée de Trump au pouvoir, il risque encore de monter. Et Moïcano lui répond qu'il vient de lui casser son discours d'après-combat. Bon, ça ne l'a pas empêché ensuite de parler économie pendant quelques minutes, mais maintenant il va devoir trouver quelque chose d'autre à dire au micro. On sait qu'il aime bien prendre le micro, dire qu'il est le meilleur, surtout dire qu'il est là pour l'argent, et parler un peu d'économie, parler un peu de politique. Bon, bah il l'a fait pendant sa conférence d'avant-combat, et il va devoir se trouver un nouveau speech pour l'après-combat, en cas de victoire bien sûr. Jamal Hill, lui, 12-2-1 en carrière, a déclaré qu'il était intéressé par un combat contre Projaska depuis que le Tchèque a fait son entrée à l'UFC. Pas forcément parce qu'il était impressionné par sa carrière,
mais plutôt parce qu'il aime beaucoup son style et qu'il savait que ça risquait de donner un combat très divertissant. Il assure aussi être totalement remis de sa blessure. Il avoue à demi-mot être revenu un peu trop tôt face à Pereira, surtout que Pereira envoie beaucoup de calf kicks et que ça le préoccupait énormément, hein. Je rappelle qu'il était blessé au talon d'Achille. Alors ça peut sonner un peu comme une excuse, mais c'est aussi une façon pour lui de vendre une potentielle revanche et de susciter l'intérêt du public, il en est très conscient. Il a aussi tenu à témoigner du respect, hein, envers le champion en affirmant qu'il évolue à chaque sortie et que c'est sûrement dû au fait qu'il soit encore jeune dans le sport et qu'il a donc encore énormément d'intérêt à apprendre de nouvelles choses. Jeune dans le sport du MMA bien sûr, hein, pas du kickboxing, où il y est depuis un certain temps, où il a été pendant longtemps plutôt. On apprend aussi qu'il a dû perdre 22 kilos. Il explique que suite à sa défaite face à Poatan, justement, il a décidé de prendre le temps nécessaire et de ne pas retourner tout de suite à la salle afin de soigner à 100% sa blessure. 22 kilos, ça peut sembler énorme, mais d'après lui, la perte de poids s'est très bien passée. Et puis enfin, il est convaincu qu'avec une victoire ce week-end, il aura de nouveau sa chance à la ceinture. Il aura battu le classé 2, alors qu'Ankalaev, par exemple, s'est imposé contre le 5e. Bon, peut-être que son prochain combat sera pour la ceinture, mais je pense qu'avant ça, il y aura un Ankalaev contre Pereira. Est-ce que lui sera prêt à attendre ou est-ce qu'il devra reprendre un autre combat? Je ne sais pas ce que va décider l'UFC. Kevin Holland, combattant très actif comme vous le savez, au palmarès de 26 victoires pour 12 défaites et un draw, aimerait monter 6 à 7 fois dans l'octogone cette année. Ce week-end, il fera face à Rainer Derrider. Dans ce combat, il pense qu'il y a de fortes chances qu'il passe du temps dos au grillage à défendre les takedowns, mais il ne doute pas une seconde, hein, qu'il sera capable de s'imposer, même si c'est tard dans le troisième round. D'après lui, Derrider est le genre de combattant à abandonner. Il pense même que lors de son dernier combat face à Merthier, donc, il était tout proche de craquer avant que Merthier fasse une erreur. Dans le style, il le compare à un de ses anciens adversaires, Michael Chiesa, adversaire qu'il avait soumis d'ailleurs, un combattant donc limité en striking, mais doté d'un très bon grappling. Sinon, Dana White confirme ce qu'il avait dit il y a quelques mois, à savoir qu'un gros combat que personne n'a vu venir allait prendre place en 2025. On devrait avoir plus d'annonces dans les semaines qui viennent, et cet événement devrait, lui, avoir lieu durant l'automne 2025. Il confirme aussi que Sean O'Malley devrait revenir face au vainqueur du combat entre Merab et Oumar Nurmagomedov. Je le comprends très, très sincèrement, je sais que ça va peut-être faire grincer des dents, mais O'Malley est quand même assez populaire et je pense qu'il va lui redonner sa chance. Sinon, la mauvaise nouvelle du jour, c'est le vétéran absolu Clay Guida, qui, il semblerait, ne fasse plus partie du roster UFC. On attend l'officialisation, mais je l'ai vu à deux-trois endroits différents, je pense donc que c'est fait. Oumar Nurmagomedov, justement, s'il s'impose ce week-end, il deviendra un des rares champions invaincus à l'UFC. Il va rejoindre des gros noms, hein, notamment Mark Coleman, Randy Couture, mais aussi Cain Velasquez et puis son cousin Khabib Nurmagomedov. Actuellement, il n'y a que Ilia Topuria qui est un champion invaincu à l'UFC, mais dans l'histoire récente, on a par exemple eu Israel Adesanya. Je vous parlais de Kevin Holland tout à l'heure, sachez qu'il a reçu sa veste pour les 50 tests antidopage réussis. Chapeau à lui, c'est un combattant ultra actif, il s'est blessé récemment, il est déjà de retour. Donc voilà, une grosse activité, pas de dopage, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas de par son comportement. Kevin Holland, quand même, gros respect à lui. On sort un peu de l'UFC maintenant et le PFL a décidé de relâcher Patricio Pitbull. On le sait, ça fait un moment qu'il se plaignait du fait d'être inactif, il voulait combattre, le PFL ne lui donnait rien. Alors c'est drôle parce que Don Davis, le boss du PFL, a fait une annonce en disant qu'il le laissait partir parce que le PFL c'est à propos des opportunités et ils ne veulent surtout pas gâcher la carrière de certains combattants. Faut savoir que quelques heures avant, Patricio Pitbull avait fait un tweet dans lequel il avait tagué Francis Ngannou en lui disant: est-ce que tu es au courant de ce qui se passe au PFL, de ce qu'ils font avec les contrats? Il y a des nouveaux contrats qui sont mis en place, etc. Je pense que c'est le moment de créer une union. Et il a dit ensuite: j'ai tagué Francis Ngannou parce que je sais qu'il est très proche de la direction du PFL, donc je voulais faire avancer les choses. Ensuite est tombée la nouvelle qu'il était relâché de son contrat, libéré de son contrat, et tout de suite il a tweeté Hi Alexander Volkanovski, donc il l'a tagué sur les réseaux. Un combat entre Pitbull et Volkanovski, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça ferait une très belle affiche. Je rappelle qu'officiellement il n'est pas encore signé à l'UFC. Et puis les déboires de Conor McGregor une nouvelle fois, il est de nouveau poursuivi pour agression sexuelle. Les faits auraient eu lieu en 2023 à l'occasion d'un match de NBA.
Ce ne sont que des accusations, mais ça se cumule pour McGregor et comme je le dis souvent, il ne fait pas bon être dans sa tête en ce moment. Écoutez, on arrive maintenant au moment Jérôme Le Banner, le dernier moment Jérôme Le Banner, je vous aurais bien résumé ce livre. On va parler rapidement de son enfance. Il explique avoir eu une enfance assez solitaire, hein, très peu d'amis. Sa mère qui le confiait très souvent à des personnes de la famille ou à des nourrices. Son père qui était un peu porté sur la bouteille. Et il explique qu'il n'était pas forcément très aimé dans sa famille par son grand-père, etc. Donc il s'est un peu créé un monde imaginaire. Il a beaucoup fantasmé le Japon notamment. Et puis les sports de combat qui ont pris énormément de place. Et puis quand il s'est lancé à 100% là-dedans à l'adolescence, ça a totalement changé sa vie. Donc un personnage assez solitaire, mais il faut croire que sur le long terme, ça lui a réussi. Écoutez, c'était tout pour l'actualité aujourd'hui. Demain, dernier point sur l'UFC 311. Là, je parlerai des grosses têtes d'affiche, hein, de Tsaroukian, Makhachev, etc. J'ai beaucoup parlé de ce qui se passait en dessous, hein, dans les prélims, mais en début de carte principale aussi. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et on commence avec UFC Analyse Prono qui me dit c'est cool de voir Adesanya et Whittaker s'entraîner ensemble. Ça va être compliqué pour Imavov, je pense. Il faudra être agressif pour aller chercher la victoire. Strickland et Duplessis ont montré la voie à suivre. J'espère que Nassour gagnera, mais que Israël, que j'aime beaucoup aussi, sortira avec les honneurs quand même. Oui, c'est vrai, moi aussi, tu vois, Adesanya, quand il était champion, je l'ai beaucoup critiqué, je lui reprochais, je l'ai souvent dit ici, de boxer comme un champion. C'est-à-dire de faire le strict minimum pour s'imposer, en fait de ne pas perdre. C'est ce que je lui ai reproché notamment contre Vettori dans leur deuxième combat, hein, pour la ceinture. J'ai l'impression qu'il a, voilà, c'est moi le champion, viens me chercher, et moi je vais montrer que t'es pas meilleur que moi. Mais j'ai pas l'impression qu'il cherchait vraiment à s'imposer. Maintenant c'est sûr qu'au vu de sa carrière en kickboxing, de sa carrière en MMA, même si je serais content pour Imavov, hein, s'il le bat très rapidement, je serais aussi déçu, je me dirais qu'Adesanya a peut-être fait le combat de pro et que ça viendrait forcément ternir sa légende. J'ai Guy de Lusignan qui me dit j'ai une question. Est-ce que le fait d'avoir priorisé Sean Strickland pour le titre des poids moyens peut être une volonté de l'UFC pour avoir un autre combattant américain avec un titre dû au départ possible de John Jones? Peut-être que de ne plus avoir de locaux dans les personnes titrées froisse la frange républicaine de leur public. Alors je sais pas, oui peut-être que l'UFC serait fier d'avoir un Américain champion, forcément, je le pense. Maintenant Strickland, j'ai l'impression qu'on lui avait promis il y a déjà un moment, c'est le champion sortant, il a refait un combat depuis qu'il a gagné, on lui avait plus ou moins promis le titre. Après, faut avouer aussi qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'il sait vendre un combat, il est assez médiatique quand il combat, ça fait beaucoup parler, il a toujours des phrases très particulières, il est assez clivant, donc pour l'UFC aussi, je pense que c'est un bon client. Maintenant, voilà, je pense aussi que Strickland, c'est pas du vol qu'il ait son combat pour le titre, surtout si on lui avait promis. Si on lui avait dit tu bats Costa et t'as ton combat, bah je peux comprendre qu'il ait battu Costa et qu'il ait pas recombattu depuis, tu vois. Donc, Sean Strickland, moi je trouve personnellement que c'est mérité, même si forcément tout le monde voudrait voir Imavov avoir sa chance pour le titre. Mais pour l'instant, c'est Sean Strickland. J'ai M. Jason qui me dit Almeida contre Gann, non, il lui faut encore une victoire derrière Spivak. Il ne faut pas déconner, Gann a déjà pris Volkov derrière lui. Maintenant, c'est soit Jones prend sa retraite et c'est Aspinal Gann, soit il y a Jones Aspinal, j'y crois de moins en moins, et Gann fera un troisième combat contre Volkov. Almeida a perdu sa chance quand il a pris son TKO face à Blades. C'est sûr qu'en prenant sa défaite face à Blades, Almeida a fait un pas en arrière, on le voyait peut-être trop beau à l'époque, il a été ramené les pieds sur terre. Maintenant, moi personnellement, je préfère voir Gann prendre Almeida, déjà parce qu'on aura des réponses sur le grappling, plutôt que de voir Gann reprendre une nouvelle fois Volkov. Après, comme je te disais, avec son jeu de jambes, Gann, il doit pas être facile à attraper. Almeida, il vient du JJB, hein, et pas forcément de la lutte, mais bon, il a forcément beaucoup travaillé là-dessus. Après, quand je vois que Volkov a réussi à amener Gann au sol, je me dis que Almeida devrait y arriver aussi, même si le MMA, c'est pas des mathématiques, comme je l'ai déjà dit. Gann, j'ai pas l'impression que l'UFC veut lui donner sa chance pour le titre tout de suite, donc il va sûrement devoir refaire un combat, et je me dis que peut-être Almeida, ça fait du sens. Maintenant, bien sûr, je peux me tromper. On a Jean Onge qui me dit Khabib a tout sauf nettoyé la catégorie. Il aurait dû faire 7 à 8 défenses de titre pour qu'on dise ça. Puis sans parler qu'il a combattu que des combattants du style avantageux, exactement. Moi aussi, j'aurais préféré voir Khabib défendre maintes et maintes fois son titre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et puis bah oui, il a combattu des combattants au style avantageux, mais malheureusement, si la concurrence en tant que lutteur n'existait pas, s'il n'y avait pas de lutteur dans le haut du panier à ce moment-là, c'est pas non plus de sa faute. Après, c'est vrai que s'il était resté un ou deux combats de plus, il y aurait eu Oliveira, forcément. Maintenant, je suis d'accord, il n'a pas nettoyé la catégorie, il a pris la ceinture, il l'a défendu et il est parti. Moi aussi, hein, j'aurais aimé qu'il fasse des défenses et des défenses un peu à la Demetrius Johnson.
Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et puis on finit parce que là, la super blague de Moto qui me dit franchement, vous dites n'importe quoi. Makachev a pas eu la même adversité que Khabib, rien à voir. Regarde le nom et là tu m'écris Mac, M-A-C, Achev comme achevé. C'est même pas comparable, il est bien au-dessus de Khabib. Bon, ça m'a fait sourire, donc je vous partage ce message. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve, j'espère, demain pour une nouvelle émission. Je vous donnerai mon avis sur la carte de l'UFC 311, un peu mes pronostics, hein, même si je suis pas un expert. Pour ça, je vous renvoie vers la chaîne UFC Analyse et Pronostics. Et puis aussi vous parler un peu du haut de l'affiche, hein, les Tsaroukian, Makachev, Merab, etc. Même si je trouve que ça tourne un peu en rond avec ces gars-là. On parlera de tout ça demain, je l'espère. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À demain, 17h. Salut!